Et donc j'ai le grand plaisir d'introduire le professeur Corinne Charrier, qui est professeure ordinaire de toxicologie, mais c'est plutôt une personne extraordinaire. Elle est professeure donc à l'Université de Liège et chef de service de toxicologie au CHU de Liège également. Elle s'intéresse aux différents domaines de la toxicologie environnementale, les perturbateurs endocriniens, mais également la consommation des nouvelles substances psychoactives. Et par ailleurs, dans ses nombreuses activités, elle est aussi et surtout une experte reconnue au niveau national et international, ainsi qu'au niveau médico-légal. Et c'est de cela dont elle va nous parler avec un autre aspect également du laboratoire et de la médecine de laboratoire. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on passe les liens? Juste là. La flèche verte. Et merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Et c'est vraiment un plaisir à cette période de se retrouver devant des gens et dans un auditoire. Ça rend un petit peu du sel à notre métier. Je dois dire que quand Frédéric m'a proposé ce sujet, j'ai d'abord marqué un petit temps d'étonnement parce qu'évidemment cet exposé va être assez différent de ceux que j'ai l'habitude de faire, puisqu'il s'agit de vous présenter un petit peu notre activité de toxicologie judiciaire. Alors tout d'abord, pour situer un petit peu le service de toxicologie que je dirige donc depuis 2004, avec celui de chimie clinique, celui de microbiologie, celui d'hématologie et celui de génétique, fait partie du département de biologie clinique, département qui, avec celui d'anatomopathologie, constitue l'entité qu'au CHU de Liège nous appelons Unilab LG. Unilab LG qui va déménager alors je n'ose plus dire dans quelques mois, avant quelques années, dans le bâtiment en construction que vous voyez ici à l'avant du CHU. Alors, l'activité de ce service de toxicologie s'articule autour de 4 axes principaux. Le premier, bien entendu, c'est la toxicologie clinique, mais il y a également de la toxicologie environnementale et en entreprise. Une petite unité qui, dans des conditions respectant les normes GLP, fournit des analyses et des évaluations précliniques et toxicologiques à l'industrie pharmaceutique. Et puis, le secteur de toxicologie médico-légale dont nous allons parler ce matin. Ce secteur de toxicologie médico-légale est revenu dans le giron du service en 2002. Alors, vous le voyez, la toxicologie environnementale et l'unité GLP-AEPT nous ont rejoints bien plus tard. En 2020, l'activité du secteur de toxicologie médico-légale représentait 20% du chiffre d'affaires du service. Dans ce secteur travaillent 3 experts judiciaires, dont 2 sont pharmaciens biologistes, mon collègue Raphaël Denot, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et moi-même, et une pharmacienne qui n'est pas par ailleurs pharmacienne biologiste, mais qui a un DES en toxicologie et qui gère l'activité sur le site de Charleroi. Alors, depuis 2014, le législateur a créé un registre d'experts judiciaires. Nous devons appartenir à ce registre d'experts judiciaires pour pouvoir être requis par le magistrat. Et en plus des diplômes, évidemment, en relation avec la spécialité que nous exerçons, il était nécessaire de faire la preuve que nous avons suivi 45 heures de formation juridique, que nous avons au minimum 15 ans d'expérience dans le secteur qui est le nôtre, et bien sûr faire la preuve d'une formation continuée. Alors, le service de toxicologie emploie également 14 technologues de laboratoire médical. Ce sont des technologues polyvalents et donc ça veut dire qu'ils vont, suivant les semaines, suivant les mois, travailler dans les différents secteurs du service de toxicologie. L'objectif du toxicologue médico-légal est donc d'aider la justice à juger les affaires, non plus seulement selon son intime conviction, en son âme et conscience, mais en se basant sur des résultats analytiques, sensibles, spécifiques, performants. Pour poursuivre cette quête de la preuve parfaite, le toxicologue judiciaire va utiliser les différents développements analytiques
qu'il a à sa disposition et qui vont donc lui permettre, par exemple, de travailler sur de très petites quantités de prélèvements biologiques. Il faut savoir que jusqu'en 1980, il fallait 1 kilo de viscères pour pouvoir mettre en évidence de la 6-monoacétylmorphine, qui est le métabolite spécifique de l'héroïne. Alors depuis quelques années, avec quelques microlitres et une LC-masse, nous identifions sans souci ce métabolite. Les développements analytiques actuels rendent également possible la recherche de substances, leur identification, leur dosage, même s'ils sont présents dans les prélèvements biologiques, véritablement à l'état de trace. C'est ainsi, vous le savez peut-être, qu'on a pu prouver que l'empereur Napoléon Bonaparte est décédé d'une intoxication à l'arsenic. Ça a été fait par une analyse de cheveux. On a retrouvé des mèches de cheveux qu'il avait distribuées à ses maîtresses, et les analyses des différentes mèches de cheveux, alors qu'il y avait très très peu d'arsenic dans ces prélèvements, ont montré une intoxication à l'arsenic. Enfin, les progrès analytiques actuels nous autorisent également l'exploitation de matrices alternatives, et c'est très important dans ce secteur de la toxicologie judiciaire. Au quotidien, nous travaillons sur la salive, nous travaillons sur les cheveux. La salive dans le cadre de ce qu'on appelle le crash test. Donc le crash test, c'est un test qui permet de dépister les conducteurs qui sont sous l'influence de substances stupéfiantes. Jusqu'il y a quelques années, on récoltait un prélèvement urinaire. Mais la récolte d'un prélèvement urinaire, ça exige au minimum un combi sanitaire. Donc c'est compliqué d'avoir un prélèvement d'urine en bord de route, tandis qu'un prélèvement de salive, c'est très simple. Par ailleurs, avec le cheveu, nous allons pouvoir établir la chronicité d'une consommation. L'analyse des cheveux permet d'établir un calendrier rétrospectif de la consommation des substances chimiques. Alors l'avantage de rassembler dans un même service, dans un même département, des activités à la fois de toxicologie clinique et judiciaire, c'est que nous allons évidemment partager l'utilisation de l'appareillage. Et les appareils actuels, qui représentent quand même un certain montant en investissement, ce sont des appareillages relativement coûteux, mais sont partagés pour les différentes applications. C'est ainsi que l'ICP-MS, par exemple, avec laquelle nous dosons l'aluminium chez les dialysés, nous sert également à doser le strontium sur les prélèvements effectués chez le noyé et dans l'eau de noyade. Les GCFID, avec lesquels nous dosons le méthanol en cas d'acidose aux urgences, nous permettent aussi de faire tous nos dosages d'alcool en matière de sécurité routière. De la même façon, avec toutes nos LC-MAS, nous faisons côté toxicologie clinique des dosages d'antibiotiques ou de médicaments, et côté toxicologie judiciaire, la recherche et le dosage des stupéfiants dans la salive. Alors, pour illustrer un petit peu le quotidien finalement de ce secteur de toxicologie judiciaire, j'ai pris quelques exemples dans les différentes applications qui sont les nôtres. Donc on va parler de sécurité routière, d'influence sur le comportement, d'intoxication volontaire ou accidentelle, de soumission chimique, de dopage et d'analyse de saisie de drogue. En matière de sécurité routière, nous sommes amenés à doser l'alcool, d'une part, et d'autre part les substances illicites. Alors vous connaissez sans doute la procédure. Dans les contrôles routiers, si vous vous faites arrêter et qu'on a l'impression que vous avez conduit sous l'influence d'alcool, on va tout d'abord vous soumettre à un éthylotest, et puis si c'est positif, à la version calibrée de celui-ci, donc à l'éthylomètre. Et puis, si vous avez refusé ou si c'était impossible de vous soumettre à ce test parce que vous étiez accidenté, on va effectuer un prélèvement sanguin. Un médecin requis, on fait un prélèvement sanguin et le sang est adressé à un laboratoire de toxicologie judiciaire. Alors j'ai repris ici les résultats des dosages d'alcool au volant sur 5 années, de 2015 à 2020, et comme vous pouvez le voir, 78% des conducteurs présentaient un taux d'alcool supérieur à la limite légale de 0,5 g par litre. Alors des statistiques rapides nous montrent que l'alcoolémie moyenne sur ces prélèvements était de 1,69 g par litre, que 26% présentaient une alcoolémie supérieure à 2,5 g par litre, et vous voyez que nous avons quand même quelques candidats qui ont une alcoolémie extrêmement élevée. Alors,
Simplement pour fixer les idées, pour cette alcoolémie moyenne à 1,69 g par litre, j'ai recalculé avec la formule de Blatt et Crow qui relie la quantité d'alcool absorbée à l'alcoolémie, au poids de l'individu et à son sexe. J'ai recalculé quelle était la quantité d'alcool bu pour atteindre cette alcoolémie moyenne de 1,69 g par litre. Donc si vous êtes un homme de 70 kg, en fait cela correspond à la consommation de ce qu'on appelle 8 verres bar. Un verre bar, c'est l'unité classique de l'alcool qu'on vous sert dans l'oreca. Et pour une femme de 70 kg, vous savez que l'alcoolémie va être plus importante pour une même consommation d'alcool chez une femme du même poids que l'homme. On est ici à 6,5 verres bar. De la même façon, j'ai fait le calcul pour une alcoolémie dite légale à 0,5 g par litre, et vous retrouvez chez un homme la consommation de 2,5 verres bar et chez une femme de 2 verres bar. Alors, en matière de sécurité routière, nous allons également donc procéder au dépistage des substances illicites, à savoir le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et diverses amphétamines. La loi qui permet de rendre punissable la conduite sous l'influence de drogues psychotropes a déjà quelques années. Vous voyez, les arrêtés d'application datent de juin 1999, mais 10 ans après, la loi a évolué, comme je le signalais en début d'exposé, avec le remplacement du prélèvement urinaire par un prélèvement salivaire. Donc, il y a 3 étapes. La première est menée par les forces de l'ordre, qui vont soumettre l'individu à une batterie de tests. On appelle ça des tests d'impairment. Ce sont des tests qui sont basés sur la recherche des signes extérieurs de consommation de substances stupéfiantes. Si cela paraît positif, l'individu va être amené à cracher dans un petit dispositif sur lequel, vous voyez, avec un test rapide, il va y avoir un dépistage des 4 classes de stupéfiants que je viens de présenter. Ensuite, si le test est positif, l'échantillon de salive est envoyé au laboratoire de toxicologie pour confirmation. Et à nouveau, si l'individu est accidenté ou s'il refuse de se soumettre au test salivaire ou encore s'il ne sait pas cracher, parce que sous l'influence de la consommation d'amphétamines, par exemple, on a la bouche très très sèche, il est très difficile d'émettre de la salive, alors un médecin est requis et nous recevrons un prélèvement sanguin. Alors, la loi a prévu que nous utilisions une technique de chromatographie en phase gazeuse ou une technique de chromatographie en phase liquide, couplée à un spectromètre de masse, avec des étalons deutérés, et c'est la loi qui nous donne les seuils de positivité. Donc, ceci vient confirmer ce que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité de disposer d'un appareillage qui nous permet une sensibilité analytique suffisante. Alors, vous ne le voyez pas sur la diapositive, mais nous sommes également tenus de fournir au SPF Justice un dossier de validation analytique qui ressemble à s'y méprendre au dossier de validation que BELAC exige quand nous voulons accréditer une analyse. Voilà pour ce qui est de la sécurité routière. Penchons-nous maintenant sur les problématiques d'influence sur le comportement. Bien entendu, alcool, médicaments, stupéfiants. J'ai repris ici, pour l'illustrer, l'exemple d'un procès d'assises qui s'est tenu à Liège et qui concerne l'assassinat d'un jeune homme, le jeune Ihsan Jarfi, qui a été agressé, molesté par 4 personnes qui ont été par la suite accusées de crimes homophobes. Alors, on nous a demandé de calculer quelle était l'influence sur le comportement de la victime de l'alcool qu'il avait consommé au moment des faits. Alors, le problème ici, c'est que le corps avait été retrouvé plusieurs jours, évidemment, après le moment des faits et après le moment du décès. Donc, nous avons tout d'abord dosé l'alcool sur le sang prélevé au moment de l'autopsie du cadavre. Nous avons évalué l'importance du phénomène de putréfaction. Inévitablement, post-mortem, vous avez une formation, une apparition d'alcool à partir des substances sucrées contenues dans l'organisme. Et puis, en fonction de l'heure du décès évaluée par le légiste et de l'espace qui sépare cette heure du décès du moment des faits, nous avons pu calculer quel était le taux d'alcool
qui était celui de la victime au moment où les faits se sont passés. Et en reportant cette alcoolémie dans le tableau qui relie la symptomatologie au taux d'alcool, on constate que cela correspond à une situation d'euphorie avec de l'excitation, avec une augmentation de la confiance en soi et avec une altération du comportement donc de la victime. Intéressons-nous aux intoxications volontaires ou accidentelles. À nouveau, on va évoquer l'alcool, cette fois-ci un peu plus rapidement. J'ai repris l'exemple médiatisé du décès d'Amy Winehouse, que l'on a retrouvé dans son appartement londonien avec un taux d'alcool supérieur à 4 grammes par litre. Et là, si je reprends le même tableau que celui que je viens de vous présenter, vous constaterez qu'en plus de toute la symptomatologie associée à ce taux d'alcool, eh bien, il est tout à fait possible que cette alcoolémie engendre le décès du consommateur. Autre type d'intoxication, volontaire ou accidentelle, c'est une intoxication par produits chimiques. Alors c'est ici une histoire qui a été assez amusante, enfin côté laboratoire, pas côté victime. Donc nous recevons au mois de mars 2015 des prélèvements de sang et d'urine qui sont effectués par le médecin légiste lors de la levée du corps chez un monsieur qui est décédé, mais le médecin légiste conclut à une mort naturelle et on nous demande donc de conserver ces prélèvements à titre, on appelle ça à titre conservatoire. Donc en d'autres termes, nous les stockons dans un congélateur. Et puis l'enquête se poursuit, notamment parce qu'une voisine de la victime harcèle les forces de l'ordre en disant ce n'est pas une mort naturelle, il se passe quelque chose. Et finalement, au mois de juillet, le magistrat nous demande quand même de faire l'analyse des prélèvements, sang et urine, et aux surprises, nous retrouvons dans ces prélèvements de la strychnine. Alors évidemment, branle-bas de combat, le cadavre est exhumé et nous recevons du foie, nous recevons du contenu gastrique, nous recevons du rein, de l'humeur vitrée, des muscles, des cheveux et encore des prélèvements de sang. Et nous allons retrouver de la strychnine dans tous les prélèvements, dans tous les organes prélevés lors de l'autopsie après exhumation. Nous confirmons une intoxication à la strychnine et grâce à l'analyse de cheveux, nous allons pouvoir montrer que non seulement il s'agit d'une intoxication à la strychnine, mais qu'il s'agit d'une intoxication chronique. En fait, l'épouse de ce monsieur essayait depuis plusieurs mois de s'en défaire en utilisant un petit peu de strychnine dans ses aliments. Et vous voyez dans le dernier tronçon, le tronçon 7, qui correspond au moment des faits, qu'elle a un petit peu augmenté la dose et qu'elle est parvenue à ses fins. À nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, nécessité d'avoir des techniques qui nous permettent de rechercher un grand nombre de substances avec une sensibilité suffisante et nécessité de travailler sur des matrices alternatives, les prélèvements de viscères, les prélèvements de cheveux. Un autre exemple, c'est celui d'un bébé sur lequel nous recevrons des prélèvements à visée toxicologique après qu'on le retrouve mort dans son lit et nous allons retrouver 450 microgrammes par litre de méthadone dans le sang de ce bébé. Alors il faut savoir que même un adulte de 70 kg non consommateur, donc naïf, peut décéder avec 200-250 microgrammes par litre de méthadone dans le sang. Donc ici, le décès est bien lié à la consommation de méthadone et l'enquête révélera qu'il s'agit de gélules de méthadone qui étaient laissées à portée de l'enfant, qu'il a avalé, et il est décédé, évidemment, des suites de cette consommation par arrêt cardio-respiratoire. C'est malheureusement une histoire qu'on revoit de temps en temps dans les médias et qui n'est pas aussi rare qu'elle devrait. Intéressons-nous maintenant à la soumission chimique. Alors la soumission chimique, c'est évidemment le fait d'administrer à l'insu d'une personne une substance qui va permettre de la soumettre, donc qui va permettre d'abuser d'elle, de la voler. Ce sont les femmes, ce sont les personnes âgées, ce sont les enfants qui sont les plus souvent les victimes de cette soumission chimique. Alors l'histoire ici est celle d'une jeune femme qui se présente au poste de police un dimanche matin vers 10h. Elle dit avoir été violée par quelqu'un qu'elle reconnaît avoir rencontré le soir précédent dans le Carré à Liège. Alors le Carré, c'est l'ensemble de petites rues du centre de Liège qui concentrent les établissements nocturnes. Et
elle se souvient l'avoir rencontré, mais elle ne se souvient pas du tout l'avoir ramené chez elle. Alors des prélèvements de sang et d'urine sont effectués. Dans le sang, nous ne trouverons rien du tout, mais comme vous pouvez le voir, nous allons retrouver une grande quantité de GHB dans les urines. Alors ce GHB, c'est la drogue du viol. Il faut savoir qu'il pose problème au laboratoire dans la mesure où sa demi-vie est extrêmement courte et donc nous allons le retrouver pendant très peu de temps dans les prélèvements biologiques. Si le délai entre les faits et le prélèvement est inférieur à 4-5 heures, on peut le mettre en évidence dans le sang. Si le délai est inférieur à 24 heures, il faut travailler sur l'urine. C'est le cas de l'exemple que je vous montre ici. Mais si le délai avait encore été supérieur à cela, il aurait fallu travailler sur le cheveu. Mais évidemment, ça signifie qu'il faut attendre que les cheveux qui correspondent au moment des faits aient poussé. Donc en général, il faut attendre au minimum 1 mois après les faits pour faire un prélèvement de cheveux et éventuellement mettre en évidence du GHB. Alors c'est important de le mettre en évidence parce que si l'individu est retrouvé et s'il est poursuivi, il sera poursuivi non seulement pour viol, mais pour viol aggravé, étant donné qu'il a utilisé une substance chimique pour soumettre sa victime. Alors dans les circonstances de soumission chimique, nous recherchons donc du GHB et la gamma-butyrolactone qui est son précurseur, l'éthanol, le cannabis, l'amphétamine, quelques autres stupéfiants. Les benzodiazépines, les soumissions chimiques avec du zolpidem, c'est extrêmement fréquent également, et quelques antihistaminiques. Donc l'idéal est toujours de disposer de prélèvements de sang, d'urine et de cheveux. Et par chance, à Liège, il existe ce qu'on appelle le centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles qui va procéder systématiquement à ces prélèvements lorsqu'une victime se présente. À titre conservatoire, il n'y a pas toujours d'expertise judiciaire derrière, mais les prélèvements sont effectués. Je sais que ce centre existe aussi ici à Saint-Pierre. Il y en a également un à Gand et je pense que dans les mois qui viennent, il y en aura un par province. Dopage. Alors, quand est-ce que nous nous intéressons au dopage? Uniquement lorsqu'il y a un volet judiciaire dans une affaire de dopage. Ici, je vous rapporte l'histoire d'une judokate liégeoise qui va participer à un tournoi dans lequel elle sera médaillée de bronze. Et systématiquement, dans ce type de tournoi, l'athlète qui a la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze fait l'objet d'un contrôle systématique de routine. Et dans les urines de la judokate, on retrouve de la cocaïne. Immédiatement, sa médaille lui est retirée. Elle est accusée de dopage, évidemment, et ses sponsors la lâchent, enfin c'est la catastrophe, et la judokate porte plainte pour machination, elle va déposer plainte contre X. C'est à cause de cette plainte contre X que nous interviendrons dans le dossier, parce qu'elle va tout d'abord prendre un expert à titre privé, il s'agit ici de mon collègue Yann Tidgat à la KUL, et comme elle est liégeoise et qu'elle dépose plainte à Liège, la justice me fait parvenir tout d'abord des mèches de cheveux et puis la poudre avec laquelle elle prépare sa boisson énergétique. Alors, dans les cheveux, comme vous pouvez le voir, nous allons en effet retrouver de la cocaïne, uniquement dans le tronçon qui correspond au moment des faits, mais surtout, nous allons mettre en évidence une quantité particulièrement faible de cocaïne, puisque vous voyez qu'on va retrouver 2,3 picogrammes par milligramme de cheveux. Alors ça, d'abord, vous voyez que de la racine à la pointe, on ne retrouve pas du tout de cocaïne en dehors du moment qui correspond au fait. Donc ça va déjà nous permettre de dire qu'il n'y a pas de consommation régulière de cocaïne. Mais ensuite, si on regarde dans la littérature, la concentration de cocaïne dans le cheveu chez quelqu'un qui consomme de la cocaïne, on doit atteindre des valeurs beaucoup plus importantes. On est au-delà de 1000 picogrammes par milligramme de cheveux. Donc, nous allons conclure ici qu'il n'y a pas du tout de consommation importante de cocaïne, c'est une chose. Et puis, dans la poudre, nous allons retrouver également de la cocaïne, mais vous voyez, en concentration terriblement faible. Et si on imagine qu'elle a, alors elle nous explique qu'elle utilise à peu près 300 grammes de cette poudre qu'elle dilue dans 2,5 litres à 3 litres d'eau et qu'elle consomme sur toute sa journée de compétition, eh bien, au total, cela revient pour elle à avoir consommé sur une journée 1,8 mg de cocaïne. Alors un rail de coke, c'est entre 50 et 100 mg, c'est 75 mg en moyenne. 1,8 mg de cocaïne ne peut avoir aucun effet dopant.
Mais par contre, avec la sensibilité des techniques de dépistage dans les laboratoires aujourd'hui, 1,8 mg de cocaïne consommée sur une journée, c'est suffisant pour positiver le résultat urinaire. Donc le tribunal arbitral du sport va conclure à une malveillance. La sportive a été réhabilitée et bien entendu elle était ravie de cette issue favorable et elle a pu reprendre le tournoi et la compétition. Enfin, pour terminer, nous sommes également régulièrement amenés à faire l'expertise de pièces qui sont saisies, donc de saisie de drogue. Il peut s'agir de plantation de cannabis, il peut s'agir de prélèvements qui viennent de CBD shop ou de toute une série de poudres, de paxons, etc., qui circulent sur le marché de la toxicomanie. Alors, la culture indoor de cannabis a évidemment beaucoup de succès, notamment en Belgique, parce qu'on va cultiver du cannabis dans des conditions idéales de chaleur, de température, d'humidité. Donc, on va obtenir des plantes cannabis qui ont une teneur en tétrahydrocannabinol extrêmement intéressante. Ça peut aller jusqu'à 25% de tétrahydrocannabinol. Le cannabis qui pousse dans le nord du Maroc titre entre 3 et 4% de tétrahydrocannabinol. Donc on a vraiment des plantes qui sont très très concentrées. Par ailleurs, il est autorisé par l'Union européenne de cultiver le cannabis pour ses fibres. Et l'Union européenne a posé un seuil de tétrahydrocannabinol que les plants ne peuvent pas excéder, sinon ils sont considérés comme du cannabis à drogue et non plus comme du cannabis à fibres. Ce seuil est de 0,2% et cela justifie donc qu'à chaque fois qu'il y a des saisies, les consommateurs disent toujours que c'est pour faire des fibres et donc la police nous amène les prélèvements et nous avons développé, vous le voyez, une technique de dosage qui est accréditée d'ailleurs depuis 2008 avec laquelle nous quantifions le THC, son précurseur acide, mais également le cannabidiol et le cannabigérol et nous effectuons à peu près 500 de ces expertises par an. Et puis alors plus récemment, il y a eu un engouement important sur les produits à base de cannabidiol avec des propriétés plus ou moins pharmaceutiques, d'antidouleurs, d'antispasmodiques, d'anxiolytiques. Et les produits qui sont vendus dans ce type de CBD shop sont régulièrement saisis par la police parce qu'en fait, les analyses nous le prouvent, dans à peu près la moitié des échantillons qui sont vendus dans ce type de commerce, on retrouve bien sûr du cannabidiol, mais on retrouve aussi du tétrahydrocannabinol. Et lorsque le taux de tétrahydrocannabinol est supérieur au 0,2%, la loi est la même que celle que je viens d'évoquer, le produit est illégal et ça rend dès lors le consommateur comme le vendeur hors la loi. Et c'est d'ailleurs très très souvent aux grandes dames des vendeurs qui pensent, en toute bonne foi, vendre des produits tout à fait légaux. Voilà. Assez rapide, mais un tour d'horizon de toutes ces activités qui sont celles du secteur de toxicologie médico-légale. Alors, avec nos progrès analytiques, je pense que nous avons pu améliorer sans cesse l'aide que nous apportons aux autorités judiciaires. Ça reste beaucoup moins facile, beaucoup moins glamour que dans toutes les séries télé que nous pouvons avoir l'occasion de voir, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, la science, pratiquement toujours, vient à bout du crime parfait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Corinne, c'était vraiment très intéressant et je ne regrette pas du tout de t'avoir invité pour cette présentation, effectivement qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos réunions. Je trouvais que c'était quand même assez palpitant par moment. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? À nouveau en ligne, je pense que beaucoup de gens sont sous la couette. Il n'y a pas de questions. Dans l'assistance, oui. Moi, je suis étonnée. Micro. Sang sur cadavre. Je connais rien, mais les cheveux, ça me parle. Alors le sang, jusque quand? Alors évidemment, tout va dépendre du moment où on va retrouver le cadavre. Et si c'est un noyé, si c'est quelqu'un qui a été enterré, les choses sont éminemment plus compliquées. Pendant quelques heures ou quelques jours, on va encore pouvoir faire un prélèvement de sang. C'est bien sûr du sang hémolysé, donc on a un sang qui n'a plus du tout le même aspect
On ne sait plus avoir du sérum, par exemple. Hein. Donc, au laboratoire, il est inutile d'imaginer des techniques qui fonctionnent sur sérum. Tout ce qui est méthode immunologique, etc., méthode rapide ne va plus du tout fonctionner. Et puis, au fil du temps, nous avons un mélange de liquides qu'on va appeler, qu'on appelle toujours du sang, mais dont nous savons bien qu'il n'a plus la composition exacte du sang. Et puis, quand il y a trop de temps qui s'est écoulé, nous n'avons plus que des viscères. Merci pour l'exposé, super intéressant, et ça donne envie de s'intéresser, de s'impliquer là-dedans, dans l'expertise judiciaire. Je dois vous témoigner de mon ignorance par rapport au strontium. Quand vous dites que vous dosez le strontium chez une noyée, je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, toutes les rivières contiennent du strontium, et on va doser le strontium dans des prélèvements de sang ou de liquide sur le noyé et dans l'eau de la rivière où on a retrouvé le noyé. Et on va voir s'il y a un équilibre de concentration. Ça nous donnera l'information de savoir si l'individu était mort avant d'être immergé ou s'il est mort dans l'eau. S'il est mort dans l'eau, il a eu le temps d'avaler de l'eau et donc il va y avoir un équilibre de concentration en strontium dans les différents compartiments du cadavre et dans l'eau. Et si on ne retrouve pas de strontium dans les prélèvements de notre individu mais qu'on en retrouve dans l'eau, c'est qu'il était mort avant d'être immergé. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai juste une question qui revient souvent au niveau des services des urgences, notamment par la présence de drogues, de nouveaux drogues de synthèse. Je voulais voir votre expérience et la fréquence des demandes de ce type. Alors, ce sont les NPS, les New Psychoactive Substances. Bon, il en existe un très très grand nombre de catégories. Il faut dire que, par exemple, la loi en matière de sécurité routière ne prévoit pas du tout que nous recherchions les NPS comme substances d'influence au volant. Alors, nous les recherchons systématiquement sur les cadavres, à chaque fois qu'il y a un problème d'intoxication, et nous les recherchons également systématiquement dans nos screenings lorsque les urgentistes nous demandent un screening toxicologique, avec une fréquence de détection qui est relativement basse, malgré tout. On est de l'ordre peut-être de 2 ou 3% des demandes de screening sur lesquelles nous allons retrouver l'une ou l'autre NPS, essentiellement des cannabinoïdes de synthèse, donc tous les JWH, etc. On a l'impression, mais j'ai pas de chiffres, j'ai pas fait vraiment la stat, on a un petit peu l'impression que le confinement a augmenté la consommation de drogues de synthèse et que les chiffres ont un petit peu tendance à augmenter. Mais je n'ai pas fait de statistiques précises. Et là aussi, il faut bien sûr de la LC-MAS avec une banque de données qui est tout le temps remise à jour, parce que le problème de ces NPS, c'est qu'il y en a tout le temps des nouveaux, et c'est compliqué parce que nous devons à chaque fois acheter le standard de référence, ça prend parfois des mois pour avoir le standard de référence, donc on va donner très rapidement une information qualitative, mais si on doit aller jusqu'au dosage, ça passe par la commande et l'achat du standard de référence, ça prend parfois 3 mois pour obtenir le standard de référence. Donc la partie quantitative de la chose prend parfois très très longtemps. Pour terminer, j'aurais aussi une petite question. Donc, j'ai aimé l'histoire, si on peut dire, de l'épouse qui a intoxiqué son mari. Donc, tu as parlé de tranches. Donc, c'était au niveau des cheveux, oui. C'est ça ? Donc, en fait, après avoir exhumé le cadavre, on a reçu des prélèvements de viscères et de cheveux. Et en analysant les cheveux, donc on les découpe en tronçons de 1 cm. Ça donne... Bon, les cheveux poussent à peu près d'1 centimètre par mois. Et comme on a pu mettre de la strychnine en évidence dans l'entièreté des mèches de cheveux du monsieur, et on a vu qu'en fait, le tronçon qui était le plus près du crâne était le plus concentré. Donc, en fait... Et finalement, elle a avoué, elle mettait de la strychnine dans ses aliments, et comme il ne mourait pas, au fil du temps, elle a augmenté les doses. D'accord, mais ça a duré plusieurs mois. La mèche de cheveux faisait 7 cm, ça a au moins duré 7 mois. Ça fait un peu... ça ressemble à de l'Agatha Christie. Ça fait un peu... Imaginez un scénario un peu plus complexe de... Ça fait un peu peur. Un petit accident. Un très grand merci, Corinne.